Quand vous découvrez quelque chose de différent de ce que vous avez cru, vous n'êtes pas d'accord, c'est automatique. Donc, la croissance personnelle, on a envie de découvrir de nouvelles choses à propos de soi-même. Et le premier réflexe qu'on a quand on voit une partie de nous qu'on ne connaissait pas avant, le réflexe, c'est de ne pas être d'accord. Donc ça prend de l'entraînement, d'être humble et d'être honnête avec soi-même. On, on va souvent découvrir des choses qu'on ne connaissait pas de soi-même, parce que autrement on n'appellerait pas ça une découverte. On n'est pas là, en tout cas pas aujourd'hui, de regarder le film de ce qu'on connaît déjà, mais d'être prêt pour sa- savoir connaître plus. Et ça veut dire que le réflexe de refuser ce qu'on voit en premier lieu, c'est normal, et c'est aussi contre-productif dans le contexte de la croissance personnelle. Donc, cette attitude d'humilité est requise, mais aussi cette curiosité. Je veux savoir plus. Je veux être prêt pour ces choses que je ne connais pas à propos de moi-même. Et, et probablement aussi des choses qui contredisent ce que je connais déjà. Par exemple, si vous vous considérez comme une personne courageuse, que vous êtes prêt à faire face à tout n'importe quoi. Et à un moment donné, si c'est un moment où vous devez reconnaître vos peurs, vos, votre orgueil va vous empêcher de voir ça. Il va dire, ah non, c'est pas de la peur ça, non, j'ai pas peur. Donc, ça demande cette attitude. Le masque du jour, on les appelle les attentes. On va commencer avec le faux espoir. Et ensuite, on va passer à la surcertitude en surface. Donc, le faux espoir, c'est un espoir focalisé sur des choses en particulier qui sont à l'extérieur de vous et en dehors de votre contrôle. Et souvent sans preuve objective. Des choses qui ne se passent pas de la façon que vous aimeriez. Donc l'exemple typique c'est ah, j'espère que le dîner sera prêt, le souper sera prêt quand je rentre à la maison. Ça c'est pas de l'espoir, c'est un faux espoir. Ou un espoir projeté. Toutes sortes d'espoirs projetés est un faux espoir. Ça, ce n'est pas la vertu de l'espoir. Vous espérez quelque chose et c'est quelque chose qui est entre les mains d'autres personnes. Vous n'avez aucun contrôle. Et il y a de bonnes chances que ça ne va pas se passer de la façon que vous vouliez. Donc, si vous rentrez à la maison et que vous avez faim et que vous espérez que le dîner sera prêt ou le souper, et ensuite, si ce n'est pas le cas, vous allez être plus déçu à cause de ce faux espoir que vous avez bâti. Donc ça, c'est un exemple un peu débile, mais c'est pas quelque chose qui va provoquer quelque chose de dramatique. Mais
Donc, prenons un exemple un peu plus dramatique. J'espère qu'il ou elle m'aimera. J'espère que il ou elle dira oui. Après ça, nos espoirs deviennent plus grands. Donc, après, votre esprit dira, ah, j'espère rien, mais je ne veux rien. Donc, essayons de ne pas, essayons de faire la différence entre qu'est-ce qu'est les désirs, qu'est-ce qu'est les faux espoirs, qu'est-ce que sont les responsabilités. Donc, quand on a un désir, la chose responsable à faire, c'est être objectif. Regardez si on peut le satisfaire, ce désir, et si vous pouvez, agissez, essayez d'une façon qui respecte les autres personnes, d'une façon qui est légale, qui est simple. Soyez simple, allez-y, et demandez à cette personne que vous avez d'aller boire un verre. Le faux espoir, c'est cette vague d'énergie qui remonte. Ça doit être vrai, ça doit être vrai. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Je ne dois pas échouer. Ça ne peut pas être un échec. C'est la somme de toutes les peurs et des doutes que vous avez qui sont prêts à refuser une situation. Et une situation qui pourrait avoir des résultats négatifs. Et ce faux espoir est bâti sur les dénis et utilise les dénis pour bâtir un mur. Comme j'ai juste à oublier que quelque chose puisse partir en couille et simplement se focaliser sur le positif et ensuite vous demandez par exemple à cette personne et cette personne refuse et tout le montant d'énergie que vous avez investi dans le faux espoir va vous exploser à la figure et va rendre les choses encore pire, beaucoup plus pire. Le montant d'énergie investi dans le faux espoir qui est investi dans un résultat négatif va tourner en un désespoir. Donc toute cette énergie-là va être mise en stand-by et va être mise dans votre inconscient. Et quand cette relation va se terminer, ce désespoir qui s'était caché va exploser de toute manière. Donc l'énergie qu'on investit dans le faux espoir explose dans notre cœur, dans nos tripes, d'une façon de désespoir. Une déception profonde, on peut dire que c'est du désespoir. Est-ce que ça existe en espagnol, desesperación? Donc, faux espoir, c'est un manque d'objectivité. C'est une façon que l'ego a de gérer le manque de croissance personnelle. Quand vous n'avez pas de courage ou de l'objectivité ou responsabilité ou aucun de cela, la peur de l'échec est une image de soi négative va vous empêcher de faire quoi que ce soit à cause de cette résistance à agir. Mais ensuite, vous avez des désirs qui s'accumulent à l'intérieur. Donc, au bout d'un moment, le désir devient plus
fort que la négativité, vos doutes, vos peurs. Donc, vous devez agir. Vous devez satisfaire vos désirs. Manger la nourriture que vous désirez. Chercher une personne à aimer ou à être aimé. Aller pour un travail que vous voulez, que vous avez juste peur de ne pas l'avoir. Vos désirs, votre désir va augmenter et va devenir plus fort que les résistances de la vie. Mais la négativité n'est pas résolue. Donc, vous allez la masquer avec un rêve. Si on fait tout ce qu'on peut, si on fait tout ce qui est nécessaire, ça va être un succès. Et vous vous bâtissez un mensonge. La vérité, c'est faites de votre mieux. Et vous allez voir si ça marche ou pas. Simplement faites de votre mieux. Et si ça marche pas, résolvez la situation et on continue. Donc détachez-vous de ce désir et on continue. Donc ça c'est objectif. Faites de votre mieux et essayez de satisfaire les désirs que vous pouvez satisfaire. Et soyez toujours prêt que la vie puisse arriver, que des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et ayez le courage de savoir que si ça ne marche pas, vous allez le résoudre à l'intérieur, vous allez en prendre soin. Mais la négativité, parfois, est tellement forte que vous la masquez avec un rêve. Ça doit marcher. Oh, j'espère tellement, j'espère. Mais en fait, c'est des peurs et de la négativité qui est impactée, qui s'accumulent. Et ensuite, vous agissez. Et si ça marche, ça va vous mettre en état de désespoir quand le projet sera fini. Ou si ça marche pas, ça va produire du désespoir maintenant. Donc, parfois, c'est simplement des mots. Si vous avez faim et vous dites « Ah, je me réjouis de manger », ça c'est objectif. On pourrait dire que si on pourrait utiliser les mots « Ah, j'espère que le dîner soit prêt ». Mais si c'est pas le cas, on va le faire soi-même. C'est une façon d'être responsable. Mais souvent, quand on dit j'espère que, il y a un faux espoir subtil quelque part qui se cache. Donc, le faux espoir s'applique à plein de différentes régions de la vie. Et une façon qu'on a de gérer ces faux espoirs, c'est on prétend de pas avoir de désir ou d'être indifférent à nos désirs. Ah, si ça marche pas, c'est pas grave. Oh, je veux pas avoir de faux espoirs, je vais même pas essayer. Donc ça, c'est de l'arrogance. Parce que vous prétendez que vos désirs ne sont pas importants. Et ça finit par tuer votre énergie vitale, votre force vitale. Vous avez besoin de vivre certaines expériences et de faire le deuil de d'autres expériences. Ça va s'équilibrer. Mais si vous n'essayez pas de vivre et vous tombez dans le désespoir, de même pas essayer d'être en vie, de même pas profiter de la moitié des choses que vous pourriez profiter. Ça, c'est juste un exemple. Mais souvent, c'est approprié dans la nature. Quand il n'y a pas de surnaturel impliqué, souvent, on a à peu près la moitié de ce qu'on désire dans la vie. Et l'autre moitié, on l'a pas. C'est une moyenne dans la nature. Et ce qu'on obtient
est affecté par le karma, le dharma et par prakti, qui est quelque chose que je vais enseigner à un autre moment. Souvent, on a des trucs qu'on aimerait et des trucs qu'on n'aimerait pas. Et il y a des choses qu'on aimerait qu'on n'a pas, qu'on n'aura pas. Une personne négative qui n'a pas de confiance en soi n'aura moins que la moitié de satisfaction dans la vie. Peut-être un tiers, peut-être un quart ou un dixième. Simplement par le fait de ne pas essayer des choses. Et ça, c'est une forme d'arrogance, car ça va à l'encontre de votre propre émancipation, de votre propre découverte. Parce que ça pourrait faire mal, donc je ne vais même pas prendre une chance, je ne vais pas essayer. Au final, cette douleur de désespoir va surgir et vous aurez besoin d'un faux espoir pour masquer ça, encore une fois. Ok, ça marche pas, mais il faut que je trouve une façon, il faut que ça marche, et vous rajoutez une couche. Parce que vous êtes tellement complexe émotionnellement à l'intérieur, vous allez même pas réaliser que vous êtes supra-émotionnel. Et vous vous rappelez qu'est-ce qui se passe quand vous êtes émotionnel à propos de quelque chose? On devient con. On perd un tiers de notre intelligence, même sans s'en rendre compte. Parce que votre sang se sature de peptides et il y a une partie qui essaye d'éliminer cette anxiété, il y a une autre partie qui l'encourage et le système ne fonctionne pas bien. Et le cerveau perd un tiers de ses capacités. Et vous ne le voyez même pas. Donc vous essayez quelque chose avec une capacité réduite de le faire fonctionner, avec moins de feeling de responsabilité, avec moins de mobilité. L'animal prend le dessus et vous lance au milieu d'un projet pas planifié et au final ça vous explose dans la figure en désespoir. Donc la solution au faux espoir. Premièrement, c'est de développer le discernement, de le voir. C'est pas dans la tête, mais c'est de voir ces vagues d'énergie. Ah, j'espère vraiment. Quand vous voyez que vous êtes déjà prêt pour ce désespoir, et que ces vagues de peur de l'échec qui remontent. Donc observez ces vagues d'émotions qui montent dans différents projets. Et chopez ce comportement et observez qu'est-ce que c'est, quel est le déni qui remonte, quelle est l'émotion qui remonte. Est-ce qu'il y a un masque, la victime, le sauveur, le persécuteur? Est-ce que tu es dans un état de contrôle, pouvoir ou manipulation, ou est-ce que tu es simplement dans un état d'intégrité? Juste pour voir combien, à quel point vous avez perdu votre sens de responsabilité à cause de cette vague émotionnelle, cette force. Donc c'est de le voir avant. Quand vous ne le voyez pas avant, quand votre tentative est négative, ça va vous exploser la figure. Mais au moins, vous pouviez le réaliser. Ah, c'était du faux espoir. Car quand on est tellement émotionnel à propos d'un échec, ça veut dire qu'il y avait du faux espoir. C'est un indice de voir que
que c'était là. Et c'est normal d'être déçu quand un désir ne peut pas être émancipé. C'est complètement normal d'avoir une déception. Mais quand c'est plus qu'une simple déception, quand la déception a une autre saveur et qu'on appelle du désespoir, comme être détruit un peu ou beaucoup, c'est plus que simplement d'une déception, d'un désir que vous avez, qu'il faut que dont vous fassiez le deuil. Ça veut dire qu'il y avait du faux espoir que vous n'avez simplement pas vu. Donc, pour diagnostiquer le faux espoir, il faut du discernement pour déceler qu'est-ce que quand il y a du désespoir ou donc le désespoir c'est quand il y a du stress dans le système. Donc si vous avez soit du stress ou du désespoir, donc si vous avez du stress quand vous n'avez plus rien à perdre, si vous avez des conséquences physiques sur votre santé, c'est plus que d'une déception, c'est du désespoir. Peut-être vous n'avez pas réalisé que vous l'aviez. Quand il y a de la panique, c'est du désespoir. Ça n'a pas marché. Oh, qu'est-ce que je vais faire? La panique, c'est du désespoir. Vous aviez des faux espoirs. Vous n'étiez pas responsable et objectif avec vous-même. Vous étiez, ça doit marcher, ça doit marcher. Oh mon Dieu, ça n'a pas marché. Oh. Donc, certains sont subtils, certains sont évidents, certains ne sont pas évidents, mais ils restent quand même profondément dans votre inconscient et le stress devient intense. Avant de savoir le résultat, de simplement avoir planifié votre entreprise, vous avez simplement planifié rentrer à la maison pour souper. Vous êtes dans le processus. S'il y a du stress qui monte à propos du résultat possible, ça veut dire que vous avez du faux espoir. Il y a cette voix qui dit « J'espère que ça marchera ». Et c'est pas seulement une voix dans la tête, c'est une vague dans votre système. Le faux espoir, ce n'est pas une attente intellectuelle, bien que ça se passe aussi dans le mental. C'est une tension qui se bâtit à l'intérieur. Et c'est fort. Ça peut quand même être caché. Donc tout ça, c'est le faux espoir. Et quand vous voyez du stress qui monte à propos d'une situation, sachez que vous êtes en train de bâtir du faux espoir. Et ça veut dire faites de votre mieux pour faire que ça marche et faites du deuil à l'avance. Soyez prêts à faire face au détachement, à lâcher prise. Ok? Apparemment, je ne vois pas de texte. Je vois pas de message. Et je vois juste des avertissements, des messages. Donc j'espère que tout se passe bien. Autrement, désolé de rien changer, de rien faire. Ok, bien. Ok, ça c'était une grande introduction sur le faux espoir. Quand je donne un cours sur les masques, dans différents contextes, les attentes, le premier est souvent plus long
parce que j'enseigne des choses qui s'appliquent aux trois aspects, trois masques. Donc prenons 30 secondes simplement pour regarder à l'intérieur. Est-ce qu'on peut au moins être honnête et admettre qu'on a du stress qui remonte à propos d'attente qui deviendrait un petit ou un grand désespoir si on ne le résout pas. Je vais prendre un exemple que j'ai vécu il y a 2 mois. C'est évident. Mais c'était quand même quelque chose de fort. J'espère que la quarantaine va s'arrêter bientôt. C'était simple. Je n'étais pas en paix. Ça va s'arrêter quand ça s'arrêtera. Et je vais voir les gens quand je vais voir les gens. Tout va bien. C'était une force, une petite force constante. J'espère que cette putain de quarantaine va s'arrêter bientôt. Et je suis resté dans cet état pendant à peu près 1 mois. C'était subtil, mais il y avait des vagues qui remontaient. Et j'étais attaché à quelque chose dont je n'avais aucun contrôle. Et ensuite, j'ai réalisé, hey, mon état d'être ne va pas changer la date où la quarantaine va s'arrêter. Donc, lâche prise, fais le deuil, accepte ta paix, apprends à vivre avec ta paix. Et ensuite, la paix a été possible. Ah, finalement. Donc, maintenant, il y a des moments où j'ai même pas envie de voir des gens. Je pourrais bien rester tout seul. Bien que ça soit pas vrai, car j'aimerais bien voir des gens au final. Mais pour l'instant, je suis en quarantaine et ça me va bien. Mais tout le temps que j'avais ce faux espoir, ou quand on a un faux espoir, on l'a quand on pense à quelque chose de négatif dans notre vie. Ah, ça, il faut que ça s'arrête. Ah, j'espère que ça s'arrêtera bientôt. Donc n'importe quel sujet, on va faire ça avec des voisins qui font du bruit, trouver un travail, arriver à la retraite, pour que vos enfants grandissent et qu'ils soient autonomes. Quand vous dites « j'espère que ça arrive bientôt », peu importe la situation, c'est un faux espoir et ça cause du stress à l'intérieur. Car vous n'acceptez pas objectivement que ça va arriver quand ça arrivera. Ce que je peux faire avec mes capacités, avec mon influence, pour que ça arrive plus rapidement, je vais faire, mais ça va quand même arriver quand ça arrivera. En d'autres mots, d'être positif, d'avoir de l'espoir, du vrai espoir, je vais faire de mon mieux en acceptant que le résultat va arriver quand il arrivera. Et ça veut dire admettez que vous ne contrôlez pas la vie. Ça va arriver quand ça va arriver. Ça veut dire que je n'ai pas le contrôle final sur la vie. Donc, si vous avez un contrôle permanent dans votre subconscient, le contrôle dont on vient de parler, et vous essayez de contrôler votre vie, ça se combine très bien avec le faux espoir. Ça, il faut que ça arrive le plus rapidement possible. C'est un faux espoir. Et c'est du contrôle. Et la seule chose que ça fait, c'est que ça génère plus de stress dans votre sommeil, dans votre santé. Parce que si vous faites de votre mieux dans toute situation, le résultat que vous attendez va arriver quand il arrivera. Donc, essayez de contrôler quand est-ce que ça va arriver.
vous pouvez pas contrôler. Que les enfants vont être autonomes, vous pouvez pas contrôler, c'est la vie. J'avais des faux espoirs, pas des contrôles, parce que je respectais mes enfants, mais j'avais des faux espoirs pour qu'ils puissent se torcher le cul tout seuls quand ils étaient pas capables de le faire encore. Et j'avais du stress, j'étais pas en paix. Ah. Et en tant que parent, la seule chose que tout ce que je pouvais faire, c'était de leur montrer encore une fois, leur montrer comment faire, simplement de se torcher le cul tout seul. Quand ils avaient entre une année et 4 ans. Et d'arrêter de jouer avec leur merde et de tout balancer contre le mur. Ça, c'était pas très drôle, mais c'était temporaire. Mais ça, c'était un exemple que j'avais en tant que parent. Que j'avais un faux espoir. Et je trouve que maintenant, je trouve ça drôle, donc j'utilise ça comme un exemple. Juste pour vous montrer que ce faux espoir, ce stress à propos de ce qui va se passer ou qui pourrait se produire, ça marche pas. Donc, tous les montants, que ce soit grand ou petit, de faux espoirs qu'on a, va simplement enlever notre quota de paix qu'on a dans notre réservoir de paix. C'est juste une façon de dire, une métaphore. Tous les faux espoirs que vous avez à propos de n'importe quel sujet va simplement enlever un peu de votre capacité à rester en paix. Donc, le contrôle et le faux espoir vont ensemble. Ça devient un poison, cette collaboration. Vous planifiez vous-même plus de déception. Donc, j'espère que tout ce sujet à propos des faux espoirs va vous montrer que c'est constant, qu'il y a des petites vagues partout. Et c'est une de ces choses que vous n'acceptez probablement pas facilement. Non, je me connais moi-même, je suis responsable, je planifie et je suis organisé. Donc, cette partie du projet va marcher. Ouais. Jusqu'à ce que ça se passe pas comme vous aviez prévu, ok? Et ensuite, le désespoir ne va vous donner aucun choix. Et vous réalisez que il y a des choses dont vous n'avez pas le contrôle. Se focaliser sur le fait de faire de son mieux pour satisfaire ses désirs, c'est la meilleure chose, la plus belle chose que vous pouvez faire pour vous-même. Et faites-le avec l'humilité d'embrasser un échec et faites le deuil, le désir qui ne va pas se réaliser. Tous ceux qui ont eu un mariage, un échec dans un mariage, peut comprendre ça. Dans la nature, un mariage ne peut pas être un échec, car dans la nature, les relations se passent et se dissouent, et voilà. Donc, dans notre conception, on pense qu'un mariage avec un succès, un mariage qui a du succès, c'est un mariage qui se passe pour toujours, qui s'arrêtera jamais. Et il y a des gens qui sont heureux toute leur vie dans un mariage. Et parfois, ils ne le sont pas. Ça arrive. C'est la vie. Les choses changent. On est des animaux dans la jungle, ok? Ben. Ok, prenez une respiration. Dans le... peut-être après... Ça fait 15 ans que j'enseigne l'intégration émotionnelle. Et j'ai rarement parlé de celui-là. À cause de la complexité. Et à quel point les étudiants me donnent des arguments en retour que ah non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, blablabla. Donc voilà,
moi je dis, vous n'avez pas souffert assez, donc voilà. Une fois que vous avez souffert assez, c'est évident. Quand vous n'avez pas ressenti du désespoir assez de fois ou assez intensément, c'est facile de dénier le faux espoir, je comprends. C'est une façon de gérer. Ça se peut que vous en aurez plus. Continuons avec la surcertitude. Et je vais expliquer la surcertitude et l'égocentrisme un peu ensemble. L'égocentrisme, c'est à propos du désir de vouloir de vouloir accomplir un désir. C'est basé sur l'avarice. De vouloir quelque chose et au lieu de se demander est-ce que vous pourriez l'avoir, est-ce que c'est votre place, est-ce que c'est le bon moment, vous allez et vous le prenez. Il y a un siège. Vous avez envie d'avoir un siège au théâtre, par exemple. Certaines personnes, dans certains pays, au théâtre, il y a des numéros sur les sièges. Et à la place au lieu de regarder quel numéro vous avez, vous simplement vous asseyez à un siège de libre qui vous paraît bien. Donc ça c'est un peu, cet exemple il n'est pas terrible, mais je voulais simplement commencer par quelque chose de facile. Donc la surcertitude, c'est que vous volontairement oubliez la réalité pour obtenir ce que vous voulez. Et s'il n'y a rien qui se passe, tout va bien, vous avez obtenu ce que vous vouliez. Mais une autre, c'est que quelqu'un arrive et que c'est leur siège. Et après, vous allez dire, ah, je suis désolé, j'ai cru que je pouvais m'asseoir là. Oh, j'ai cru que c'était ma place. Et parfois, vous allez même mentir pour masquer cette surcertitude. Et parfois, c'était sincère, vous ne saviez pas. Mais il y avait, dans tous les cas, il y a un manque de responsabilité dans la surcertitude. Rarement, c'est vraiment une erreur. Oh, je savais pas que ça marchait comme ça. La première fois que j'ai été au Danemark, par exemple, je suis canadien. On n'a pas de siège au cinéma. C'est le premier qui arrive et le premier qui s'assied où ils veulent. Donc, je savais pas, je me suis assis et j'ai pris la place de quelqu'un. Donc, ça, je savais pas. Donc, ça, c'est correct. Mais souvent, il y a de la surcertitude. Donc, je vais utiliser maintenant un autre exemple de mon adolescence. J'étais sûr que cette fille qu'elle voulait être embrassée. Et j'ai été avec ma langue pour trouver une bouche fermée. Donc ça, c'était de la surcertitude. J'avais mal interprété. Les adolescents en général, ils interprètent faussement les situations. Mais mon désir était tellement fort, je voulais expérimenter. Et donc tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai pu percevoir d'elle, de ses réponses, de ses réactions, a été filtré par mon faux espoir et mes désirs. Donc, j'ai assumé qu'elle le voulait. Ah, c'est clair. Sur certitude. Elle avait pas dit non, mais il n'y avait pas le contexte pour que la question puisse être posée. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je demande, est-ce que je peux?
Maintenant, je demanderai. Je serai assez poli pour demander. Quel, quel, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui m'a dit il y a quelques années, ah, c'est pas très romantique. Ça, il faut que tu y ailles et puis c'est tout. Et ben ouais, parce que ça c'était un oui, mais s'il y avait la possibilité d'un non, c'est simplement de respecter la personne. Donc ça, c'est des exemples de surcertitude. La différence entre surcertitude et faux espoir, ça peut causer une confusion. Vous, vous envoyez une lettre pour un nouveau travail et vous êtes sûr de l'avoir ce job. Et ça, le fait d'être sûr de l'avoir, c'était un faux espoir. Donc ça, c'est du faux espoir. Vous l'avez pas obtenu pour confirmer qu'est-ce que c'était. La surcertitude, c'est quand vous y allez et vous assumez quelque chose. Donc il y a quelque chose qui est similaire. Ils sont proches l'un de l'autre. Ils sont bâtis sur le même système. Vous êtes en train de masquer l'échec possible d'un projet ou la déception possible d'un désir en assumant quelque chose. Donc parfois, vous avez les deux en même temps, la surcertitude et le faux espoir. Et les deux agissent en même temps. C'est une attente de toute façon. Mais c'est sur certitude, vous allez agir et le prendre, le faire, voler un baiser ou aller prendre la dernière tranche de gâteau sans, sans, sans réaliser qu'il y avait huit tranches de gâteau, il y a 8 personnes, et vous prenez votre deuxième tranche de gâteau sans penser aux autres. Donc, donc il y a aussi cet aspect de partage de qui est-ce qui a droit à quoi. Donc ça, c'est un exemple de surcertitude. C'est proche de l'égocentrisme, car vous pensez à vos désirs immédiats et vous n'êtes pas conscient de l'interconnectivité de tous les gens. L'interconnectivité, ça veut dire qu'on est tous connectés. Et tout le monde, dans ses actions, on a une influence sur les feelings des autres et de leurs états d'être. Et l'objectif de la compassion, c'est de permettre à tout le monde une part égale d'émancipation et que tout le monde puisse obtenir ce qu'ils veulent en même temps. Et parfois, c'est mon tour de faire le deuil et de ne pas m'émanciper. Donc, la compassion, c'est d'être au service d'autres personnes et de profiter de quelque chose, soit de savourer un plaisir ou de passer à travers un deuil. Donc, la compassion, c'est de faire une action qui va bénéficier quelqu'un d'autre qui pourront eux aussi savourer une expérience qu'ils désirent. Donc la surcertitude va passer par-dessus cette compassion. Donc la surcertitude va simplement... Et puis moi, c'est quoi qui moi je dois avoir? C'est moi, c'est sans considérer l'impact que ça a sur les autres. Donc je vais vous laisser être créatif sur comment est-ce que ça s'applique dans votre cas, dans votre vie, et comment vous pouvez le reconnaître. Je pourrais prendre plus d'exemples, mais il n'y a rien qui vient maintenant. Donc j'espère que vous allez comprendre. Donc là, je viens de dire j'espère, ce n'est pas un faux espoir.
Je ne vais pas vivre du désespoir si vous n'allez pas comprendre. Espoir, c'est un mot qu'on utilise pour communiquer. Si je dis j'espère que vous allez comprendre, ça veut dire ce que ça veut dire. Je souhaite, par compassion, je souhaite le mieux pour vous. À chaque fois qu'on utilise un mot qui fait partie des 21 masques et qu'on les utilise dans leur contexte naturel, des fois on utilise des mots pour communiquer et ça ne réfère pas au masque de l'ego. Donc je redis ça parce que souvent on a le réflexe quand on a étudié les 21 masques, c'est on va jamais utiliser ces 21 mots, plus jamais, à part pour référer à ces parties de l'ego. Vous entendez le mot contrôle. Ah, c'est mal, c'est le diable. Non, contrôle, ça peut être comme une télécommande pour contrôler la télé. De contrôle, ça peut dire s'organiser, ça peut avoir du contrôle sur les choses. Contrôle, c'est un mot. L'espoir, c'est un mot. Donc parfois, vous l'utilisez pour communiquer des idées et on ne réfère pas au masque de l'ego. Donc ne soyez pas un nouvel âgeux qui pète un câble pour ça. Et ne jugez pas les nouvel âgeux qui pètent des câbles parce que j'en fais partie. C'est juste des mots, mais je suis un nouvel âgeux. Je suis un putain de nouvel âgeux. Je dis des trucs nouvel âgeuses tout le temps. Donc voilà, donc ça c'était juste une parenthèse parce que je viens de dire le mot espoir, donc voilà. La surcertitude, c'est un schéma que vous avez qui est inconscient. Et quand vous faites remplissez votre déclaration d'impôt, tout le monde fait ça, je simplement fais ça. Je mets les chiffres comme ça juste pour économiser un peu d'argent. Il y a tout le monde qui fait ça, donc je pensais que c'était bon. Mais dire, si on regarde la loi, tout le monde le fait de façon à abuser le système. Et vous l'avez fait aussi parce que tout le monde le fait. Donc, vu que tout le monde fait ça, je le fais aussi. Si tout le monde abuse, je peux aussi être un abuseur. Donc ça, c'est la surcertitude. Ah, je croyais que c'était comme ça que ça marchait. Donc, de pas être en compassion pour simplement gagner plus. C'est juste un autre exemple. Et maintenant, je vais vous laisser trouver vos exemples. Donc, on a un peu de temps qui reste pour parler du troisième masque des attentes, c'est l'égocentrisme. Dans l'égocentrisme, ce n'est pas un doute possible si vous aviez le droit ou pas. Vous prenez simplement. Dans la surcertitude, parfois vous savez, inconsciemment ou consciemment, qu'il y a quelque chose qui est faux ou qui n'est pas compassionné. Et vous le prenez, ah, j'étais tellement sûr. Vous aviez simplement une mauvaise vision du monde, filtrée par le fait de simplement vouloir satisfaire ses désirs. Et dans l'égocentrisme, il n'y a pas d'espace pour de mal comprendre. Vous savez que, en fait, même vous n'en avez rien à foutre que quelque chose est correct ou pas, vous le prenez. Ouais. Je veux une deuxième tranche de gâteau. Les autres, ils n'étaient pas assez rapides. Allez vous faire foutre. Voilà. Vous êtes trop lent pour manger votre souper. Voilà, je prends la dernière tranche, vous l'avez perdu. Ça, l'égocentrisme, c'est j'en ai rien à foutre. Donc,
ça peut paraître comme de la surcertitude quand vous mentez à vous-même. À quelque part, vous savez que c'était pas à vous. Ou vous savez, au moins vous devriez demander si vous pouvez prendre la dernière tranche de gâteau. Ou avoir ce baiser. Ou prendre de la place, une chaise. L'égocentrisme va... On aura l'impression que c'est de l'égocentrisme si vous vous mentez à vous-même. Et on le fait, ouais. On réalise pas parce que c'est... On les cache sous les dénis. Et on va assumer quelque chose, mais c'est de l'égocentrisme. Je satisfais mes désirs. J'en ai rien à foutre des autres. Encore une fois, ça met de côté la compassion. Donc, l'égocentrisme, quand parfois on se ment même pas à soi-même, quand vous êtes arrogante et vous le savez, vous le savez. Il y a des personnes qui sont comme ça. Ils ont souvent tendance à le combiner avec le persécuteur. Voilà, rien à foutre des autres. Je vis pour moi et vous vivez pour vous et puis voilà. Je fais ça et vous prenez soin de vous-même. Pour que votre compassion soit complète, il faut qu'elle encompasse vous-même. Ça se peut que quelqu'un a posté ça sur... Il y a tellement de personnes qui ont dit ça. Des auteurs, des philosophes qui ont dit ça. Moi, je l'ai dit une fois avant que les autres l'aient dit. Donc, je vais pas... Je dois rien au Dalai Lama qui l'a dit parce que je l'aime, ce gars. Il a une petite sagesse. Donc, l'égocentrisme, parfois, si vous jouez la victime, vous allez avoir peur de l'égocentrisme. Je ne peux pas satisfaire mes désirs si ça empêche quelqu'un de satisfaire leurs désirs. Et ensuite, vous donnez pas ce que vous voulez. Donc ça, c'est la peur de l'égocentrisme. Ça, c'est simplement un manque d'amour de soi. Vous devriez avoir certaines choses que vous voulez avoir dans la vie. Vous ne devriez pas être toujours celui qui souffre, qui fait le deuil et lâche prise. C'est cool de s'émanciper aussi. Essayez, profitez-en et aussi lâchez prise sur beaucoup de choses. Trouvez cet équilibre. Mais profitez de la vie, que ce soit d'une façon ou d'une autre. Donc la peur d'être égocentrique, de prendre quelque chose qui ne serait pas à vous, c'est simplement de la haine de soi. Et ensuite, en tant que victime, vous allez laisser les autres vous abuser. Et leur égocentrisme va prendre tout ce qu'ils veulent. Voilà, j'espère que vous avez vu ça. Quelqu'un qui abuse d'une situation parce que personne se défend. Vous avez vu ça. Donc, ça, c'est des gens qui ont peur d'être égocentriques ou qui ont trop peur d'être blessés s'ils s'expriment ou s'ils parlent. Et il y a quelqu'un de l'autre côté qui sait qu'ils ne vont pas parler et qui va simplement se servir. Donc, l'égocentrisme va mettre de côté l'interconnectivité et la compassion. L'égocentrisme, on n'a simplement rien à foutre. Je prends. Et on peut avoir l'impression que c'est comme de la surcertitude de dire « Ah, mais je savais pas ». Mais en fait, vous saviez, vous avez simplement ignoré l'information. Ah, c'était pas ce masque. C'était pas ce masque d'égocentrisme, c'était ce masque de surcertitude. Voilà. Donc, parce que vous aviez le faux espoir qu'il fallait que ça marche. Donc voilà, vous avez tous ces masques qui s'entremêlent. Donc, souvent, d'habitude, l'égocentrisme va vous amener à
la culpabilité. Si vous vous rappelez la culpabilité, c'est pas si vous avez fait quelque chose de mal, c'est si vous vous sentez pas aimé par vos actions. Donc vous agissez avec égocentrisme, vous êtes heureux d'avoir satisfait vos désirs, mais vous savez honnêtement que certaines personnes ne sont pas heureuses avec vous. Donc probablement vous allez ressentir de la culpabilité. Quelqu'un est en train de me haïr car j'ai agi avec égocentrisme. Donc le réflexe typique d'un animal, c'est de dire rien à foutre des autres. Je veux ce que je veux, ce que je désire et je vais le prendre. Donc ça c'est l'égocentrisme qui avec une couche de persécuteur, de tripe de pouvoir. Tous ces masques sont focalisés à être quelqu'un qui fait du mal, en gros. Mais on le fait de façon subtile parfois. On ignore cette culpabilité, on ignore que les autres vont souffrir. Ah, c'est comme ça qu'on survit, hein? Ouais. Si vous voulez rester un singe dans la jungle, vous pouvez vous voir comme ça. Mais la vie va vous apprendre. Les culpabilités vont s'empiler. Et ça va pas être la haine des autres. Ça va être votre propre haine sur vous-même. Votre propre haine de vous-même d'être un trou du cul. Voilà, ça c'était le cours sur les attentes. Faux espoirs, surcertitude et égocentrisme. Faux espoir, c'est vous préparer pour du désespoir. Surcertitude, c'est prendre les choses pour acquis de façon arrogante. C'est littéralement une répression de toute compassion possible. Et l'égocentrisme, c'est la violence. De façon subtile ou de façon évidente, l'égocentrisme, c'est la violence. Envers les autres, envers vous-même. Ça simplement ignore le bonheur des autres. Et ça aussi votre propre bonheur, en fait. Ça prend. Sincèrement, c'est de prendre les choses. Donc, maintenant, j'ai pris le pire exemple de l'égocentrisme simplement pour que ça soit évident. Mais rappelez-vous, c'est subtil. Et ça vient par vague. Mais je le veux, mais je le veux. Et il y a une vague de tout ce que j'ai à faire, c'est d'en avoir rien à foutre des autres. Donc, vous avez une vague d'avarice qui va ignorer la compassion, qui va simplement aller et vous satisfaire vous-même. Et vous aurez ces vagues dans les trois attentes. Et ça va être des vagues subtiles. Et parfois des vagues plus fortes. Et ça vous appartient de reconnaître quand elles montent. Ah, ça c'était intense. C'était un cours intense. C'était un sujet un peu sombre. Il est requis que l'on s'entraîne à voir les faux espoirs, la surcertitude et l'égocentrisme. C'est important de s'entraîner, de ressentir cette vague d'attente et de voir à quel point on est arrogant et comment cette vague change nos choix. Et durant cette vague, on devient un tiers plus con. Donc ça peut être un challenge de gérer ça. La patience et la discipline dans votre croissance personnelle. Vous allez
gagner. Vous allez vous améliorer. Une vague à la fois, un chemin à la fois. Vous allez apprendre à vous maîtriser vous-même et arrêter d'obéir à votre animal tout le temps. Vous pouvez le faire, vous pouvez. Soyez positif. Ça, c'est le bon espoir, le vrai espoir. Continuez de faire de votre mieux. Et au final, vous allez pouvoir voir le côté positif. Vous ne savez juste pas quand. Ça, c'est le bon espoir. Donc, restez positif. Donc, lâchez prise sur le contrôle de quand est-ce que ça va se manifester. Dans tout, n'importe quel sujet de vie, ayez du bon espoir. Je vais faire de mon mieux et il y aura du bon qui va en ressortir à un moment donné. Faites de votre mieux. Vous pouvez le faire. Je crois en vous et vous pouvez aussi croire en vous. Voilà. Paix. On se voit la prochaine fois.